Bonsoir, je profite de cette première conférence de l'année pour vous souhaiter une bonne année et de vous rappeler quelques petites règles telles que couper votre téléphone pendant la conférence. Et maintenant, je laisse la parole à Cécile Batigne pour présenter. Merci. Je vais m'asseoir. Bonsoir. Merci de m'avoir demandé à présenter Éric Thirault. C'est un honneur pour moi de présenter Éric Thirault. C'est un honneur et une joie aussi, car Éric est un ami. C'est non seulement un membre de mon laboratoire, le laboratoire Harard, mais c'est aussi un ami de longue date, puisque nous avons fait une partie de nos études ensemble il y a un certain temps. Et je suis très heureuse aussi de dire que Éric Thirault est aujourd'hui directeur du laboratoire Harard, ce qui me procure beaucoup de joie. Donc Éric Thirault est préhistorien, plus spécifiquement néolithicien, même si l'emprise chronologique de ses travaux vont du 7e millénaire au 2e millénaire. Il a beaucoup travaillé sur des questions de technologie lithique, mais aussi d'industrie minière pré- et protohistorique, et par conséquent également sur les systèmes d'échange durant certaines périodes préhistoriques. Un de ces domaines, tu me corrigeras si c'est faux, un de ces domaines de recherche concerne les peuplements montagnards. Vous vous en êtes douté au vu de la diapositive et du titre de ce soir, qu'il aborde grâce à des approches transchronologiques et écologiques, avec la spécialité de l'archéologie glaciaire en altitude en particulier. Alors il a notamment développé un travail de recherche sur les habitats et les ensembles funéraires pour les périodes néolithiques et préhistoriques, avec un intérêt pour leur organisation, mais aussi pour la symbolique qui peut y être manifestée. Ces recherches se développent dans le sud-est de la France et dans les Alpes françaises, mais aussi italiennes et suisses. Alors par ailleurs, Éric Thirault est professeur d'université à l'université Lumière Lyon 2, où il dirige plusieurs thèses de doctorat. Il me semble qu'il y a des doctorants concernés dans la salle. Et Éric a été directeur du département d'histoire de l'art et d'archéologie de l'université Lyon 2 de 2017 à 2021 et assure aujourd'hui la tâche de responsable pédagogique du master 2 archéologie, sciences pour l'archéologie. Donc voilà pour une présentation succincte et je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Je dois prendre ce micro. Donc, de fait, je serai assis. Ce ne sera donc pas une conférence gesticulée, mais posée. Je remercie donc Cécile. Ah, j'en étais sûr, certain. C'est juste que j'aurai mal au dos après. Voilà. C'est mieux ? Très bien. Alors donc, je remercie Cécile Batigne de m'avoir ainsi introduit. Je remercie également l'invitation qui a été faite par la Maison de l'Orient et ses amis de venir causer ici. J'avais déjà fait une première présentation en 2018 et c'était la première campagne de prospection que nous faisions sur cette thématique de très haute altitude dans les Alpes. Et nous avions quelques résultats très préliminaires à présenter. Et donc aujourd'hui, je reviens vers vous avec un petit peu plus de résultats et encore plus de questionnements, bien entendu. Alors, la présentation va être aussi fluide que possible. Je vous propose un voyage. Je vous propose de nous déplacer un petit peu en altitude, en haute altitude. C'est la saison plutôt hivernale. Donc, la plupart des photos que vous allez voir ne sont pas prises très récemment. Elles témoignent de travail que l'on fait plutôt en été, qui est saisonnier. Mais vous allez comprendre très vite que ce n'est pas uniquement une question de promenade estivale. Alors, dans les Alpes de la préhistoire à hier, préhistoire parce qu'on travaille depuis les origines, on essaie d'envisager les choses de manière diachronique, sur la longue durée. Ces questions de cheminement, d'itinéraire se voient dans la très longue durée et il y a des permanences, des récurrences que l'on peut mettre en évidence. Et puis jusqu'à hier, je vous l'expliquerai dans un instant. Alors,
les Alpes sont une grande chaîne de montagnes, la plus grande chaîne de montagnes européenne, plus de 1200 km de développement, parfois 200 à 300 km de largeur, donc un très grand massif, entrecoupé de vallées, beaucoup d'escarpements également, donc un massif qui semble être une barrière, mais qui présente de nombreux passages, qu'on appelle les cols communément, et qui donc sont les points un petit peu importants des itinéraires. Et ça, les historiens, les commentateurs ont longtemps focalisé leur attention sur les itinéraires de ces grands passages, et tout particulièrement le passage du col lui-même, qui est vu très souvent, par exemple ici avec le tableau de Jean-Louis David, pour Napoléon, Bonaparte à l'époque, qui franchit le Saint-Bernard, le grand Saint-Bernard. C'est un acte héroïque, c'est-à-dire que le guerrier, car il s'agit souvent de guerriers qu'on va glorifier, le guerrier fait aussi la guerre à la nature. Il va franchir les Alpes, il va vaincre la barrière des Alpes pour aller conquérir un autre pays. Alors Bonaparte est l'un de ces grands guerriers. Il y a eu César avant lui, qui a fait traverser des légions romaines à des périodes qui nous semblent un petit peu enneigées à notre époque. Hannibal, c'est un mot sacré chez nous que nous ne prononçons pas, donc je ne le prononcerai qu'une seule fois, est passé aussi par les Alpes. Voilà, donc ça c'est une littérature, ce sont des données historiques qui focalisent l'attention sur certains itinéraires que l'on appelle les grands itinéraires qui passent par les cols, les plus bas possibles en altitude, bien entendu, mais quand on dit les plus bas possibles, selon la position dans la chaîne alpine, on est rarement en dessous de 1500 mètres, voire pour le Grand Saint-Bernard de 1500 et quelques mètres, tel que vous l'avez ici. Et donc, ces grands itinéraires sont avant tout des itinéraires carrossables, qui ont été aménagés pour faire passer des convois, des chariots, et ce, dès la période de la conquête romaine. Donc ici, vous avez une petite illustration de la voie romaine du Grand Saint-Bernard, encore visible aujourd'hui, avec l'hospice qui est médiéval, mais avec des installations antiques qui sont bien conservées également. Et quand on regarde cette petite carte très simplifiée du réseau romain, en tout cas du réseau impérial, on s'aperçoit que les Alpes ne sont pas du tout un obstacle. Les voies aménagées, les voies romaines donc, traversent les Alpes, en rigolant peut-être pas, mais en tout cas avec un soin aussi fort que sur toutes les autres parties de l'Empire. Et donc il n'y a pas un contournement, il y a des grands itinéraires qui sont soigneusement entretenus. Alors soit dit en passant tout de même, si César, par exemple, pendant la guerre des Gaules, a réussi à faire franchir des légions au mois de mars, sauf erreur de ma part, vous me contredirez peut-être, à travers les Alpes, c'est sans doute qu'il y avait déjà des cheminements aménagés, sans doute des voies carrossables pour faire passer plusieurs milliers d'hommes très rapidement, d'après les comptes qu'ils nous donnent. Et donc ça veut dire que les fameuses voies romaines ne sont pas romaines, elles préexistent. Il y a déjà des chemins carrossables, en tout cas au deuxième âge du fer, sur ces grands itinéraires. Donc ça permet de remonter un petit peu dans le temps, sans trop réfléchir, au-delà de cette période strictement antique. L'importance de ces grands itinéraires, elle ne se dément pas avec la fin de l'Empire romain, puisque avec l'émergence de la féodalité, progressivement, ces itinéraires vont se restructurer ou se recomposer, mais vont toujours exister, alors parfois avec des cols nouveaux qui apparaissent, comme le passage du Mont-Cenis, en Savoie, entre la Maurienne et le Val de Suse, qui est très peu mentionné, voire pas aménagé à l'époque romaine, et qui devient très important au Moyen-Âge, d'autant plus important qu'il y a le système des péages. Et donc, la carte que vous avez à gauche vous montre les grands réseaux du plein Moyen-Âge à travers sud-est de la France, nord de l'Italie, avec le réseau qui traverse les Alpes. Voilà, les Alpes ne sont pas un isolat. Et l'on voit des péages sur le Mont-Cenis, qui est ici très précisément. Non, il est là, pardon. Vous avez un péage qui est mentionné. Donc, le droit de passage se paye. Et c'est une source de richesse, parce que les marchandises se payent, parce que le déplacement des personnes se paye. Et donc, les ducs de Savoie, en fait, la maison de Savoie, est née en Maurienne, est née des revenus qui sont issus du passage de col. Donc, pour dire quand même cette importance qui ne va pas s'affaiblir au cours du temps. Si on descend un petit peu le cours du temps et que l'on aborde la période moderne, avec la constitution d'États de plus en plus forts, en tout cas, de plus en plus centralisés, eh bien, ces grands axes routiers vont devenir stratégiques à une échelle encore plus importante. Et Bonaparte, ayant franchi le Saint-Bernard, s'est rendu compte des difficultés et s'est rendu compte
en tout cas sait faire rendre compte des difficultés d'entretien. Au XVIIIe siècle, il y a des très grandes difficultés d'entretien sur tous ces réseaux, sur les passages de col, mais sur les torrents, etc. Donc il faut refaire les ouvrages d'art régulièrement, les chaussées sont emportées. Et donc l'époque napoléonienne est une époque de grands travaux dans les Alpes et de grands aménagements qui sont encore aujourd'hui les aménagements routiers de franchissement datent de cette époque-là, en fait, dans leurs tracés, dans les rampes, etc. Alors, le sujet d'aujourd'hui, et jusqu'à hier, je vous dois une explication, c'est que hier, c'est-à-dire à partir de 1871 très précisément, on a inauguré une nouvelle ère dans les déplacements à travers la montagne et les Alpes. On a inauguré le premier tunnel. 1871, c'est le premier tunnel ferroviaire, le tunnel du Fréjus, merci, qui bientôt sera doublé par la liaison Lyon-Turin si elle arrive à terme, et qui est un tunnel qui va révolutionner complètement les manières de se déplacer, puisqu'on va pouvoir passer 12 mois sur 12 et surtout ne pas avoir à franchir ces rampes interminables et très difficiles qui permettent d'accéder au col même. Donc le tunnel du Fréjus va doubler et court-circuiter, si on peut dire, le col du Mont-Cenis, qui est à 2000 et quelques d'altitude. Et donc, le tunnel du Fréjus, lui, il est à 1100 mètres d'altitude, je crois, l'entrée en Maurienne. Donc, on a une différence colossale, bien entendu. Alors, ça, c'est la volonté plutôt de Napoléon III, entre autres, mais ça se développe longuement sur cette deuxième moitié du XIXe siècle, et c'est un phénomène qui touche toute l'Europe. Hein. Les grands tunnels ferroviaires ont été mis en place à cette période, et au XXe siècle, ce sera les tunnels routiers, ou plus précisément autoroutiers. Alors, conséquence de ces grands aménagements qui vont bouleverser complètement la géographie des transports, c'est que les écoles qui étaient ouvertes 12 mois sur 12 auparavant, on n'avait pas le choix, il fallait passer 12 mois sur 12, vont être fermées en hiver. Le Mont-Cenis, en ce moment, il est fermé. À l'heure où je vous parle, il y a 3 mètres de neige, on ne passe pas. Donc, les grands cols ne sont plus ouverts en hiver maintenant, dans la mesure où il y a un tunnel qui les double. Donc, ça a modifié complètement la géographie. Et il faut se replonger un petit peu en arrière pour comprendre comment est-ce que l'on passait. Maintenant, ça commence à être une histoire un petit peu ancienne. Avant les voitures, avant les tunnels, avant les chemins de fer, eh bien, on passait beaucoup à pied, bien sûr. On passait à dos de mulets. Donc, on n'avait pas besoin d'un très grand aménagement. Et la plupart de ces passages, en fait, sont des aménagements de sentiers, tels qu'on en a aujourd'hui dans les sentiers de randonnée. Alors, néanmoins, le passage en hiver peut être parfois un petit peu facilité par des aménagements de type traîneau. Ici, ce qu'on appelle la ramasse en Maurienne, c'est des grosses luges, si vous voulez, dans lesquelles les passagers ou les passagères embarquent. Ce sont des voyageurs, hein, ce ne sont pas des habitants locaux. Et vous avez un passeur, donc, qui lui est un habitant local, dont c'est le métier de pousser les gens dans la côte et de les lancer dans la pente. Alors en fait, il y avait comme des pistes de luge. Il y avait des aménagements comme ça, la route était aménagée et on descendait en quelques dizaines de minutes un itinéraire qui sinon aurait pris plusieurs heures. Donc ça donne à voir aussi la manière dont on se déplace et la vitesse de déplacement et les facilités offertes par la neige. C'est un inconvénient, certes, mais ça facilite un certain nombre de choses et la neige, finalement, n'est pas un obstacle insurmontable quand on se déplace en haute montagne. Une autre illustration que je trouve assez émouvante et très éclairante de ces déplacements, c'est des déplacements vraiment commerciaux. On a le guerrier d'un côté, les armées, les voyageurs, mais les commerçants. Ici, un colporteur. Donc, c'est une photographie ancienne que j'ai collectée sur Internet, mais qui est mal située, mal datée, peut-être de Tarentaise, où l'on voit la charge que portent ces gens-là. Donc, sans doute plusieurs dizaines de kilogrammes. Ce sont des boîtes en bois, sans doute des boîtes à sel avec des petits décors, des rosaces. Vous avez des cuillères ébauchées également. Donc là, il est mis en scène. Hein. On voit le personnage avec son position de repos. On voit l'équipement du montagnard, c'est-à-dire beaucoup d'objets en bois, en textile, en cuir, des choses qui, évidemment, ont très peu de chances de se conserver. Alors, on passait beaucoup comme ça, et on pouvait porter, selon certains témoignages oraux du 19e, début du 20e siècle, parfois 40, 50 kilos pour certains, parfois un peu plus. Quand on regarde les Sherpas dans l'Himalaya actuellement, les chiffres, c'est à peu près cet ordre de grandeur-là dans certains cas. Donc c'est quelque chose qui, pour nous,
petits gringalets, je parle pour moi surtout, sont assez désopilants et inaccessibles, mais c'est une vraie réalité, ce n'est pas exagéré. Alors, ces objets-là, évidemment, ces équipements-là laissent des traces dans la mémoire orale, dans les musées d'ethnographie, dans les photographies. Eh bien, ils vont aussi laisser des traces sur le terrain. Et ils laissent d'autant plus de traces que l'on va emprunter des cols qui ne sont pas forcément les très grands cols, parce que parfois on a envie de ne pas payer le péage. Ça peut être plutôt pas mal. Parfois on n'a pas envie que les douaniers contrôlent ce que vous avez dans le sac. Ça peut être intéressant aussi. Parfois vous n'êtes pas tout à fait en règle vous-même avec certaines choses. Donc les grands cols surveillés, qui sont les postes de douane, les postes de taxation, eh bien, sont doublés eux-mêmes par des cheminements capillaires, je dirais, partout dans la montagne, qui permettent de passer. Et c'est ceux-là qui vont nous intéresser aujourd'hui, tout particulièrement, et qui me passionnent depuis quelques années, parce qu'ils rencontrent une autre problématique, c'est qu'ils sont plus hauts en altitude. On était à 2005, 2008 d'altitude, grand maximum. Là, on va monter plus haut. On va monter à 2008, 3000, 3002. Si vous êtes courageux, je vous emmène jusqu'à 3004. Donc ça commence à être très haut dans les Alpes, et ce sont des itinéraires qui croisent les espaces qui sont enneigés quasiment toute l'année et qui ont été à certaines périodes complètement englacés. Très froid. Le froid, le gel, ça conserve très bien le bois, les tissus, les textiles, les chairs éventuellement, c'est très rare. Et donc tout ce qui est hautement périssable que vous avez sur cette photographie-là, potentiellement, nous, archéologues, quand nous allons dans ces environnements glaciaires, nous avons des chances de les retrouver. Mais pour autant, ben vous le savez, il y a un peu d'urgence. Il y a un peu d'urgence parce que nous sommes sortis depuis les années 1840-50 de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire, une période froide pour les latitudes moyennes, et en particulier dans les Alpes, avec des avancées glaciaires très importantes, des hivers très enneigés, donc des déneigements très faibles, voire inexistants à certaines altitudes. Moi-même, j'ai appris à l'école l'existence des neiges éternelles. Voilà. Aujourd'hui, on n'ose plus dire ça, évidemment, parce qu'elles ne sont pas éternelles, elles ont déjà disparu. Donc c'était ces neiges qui restaient, bon an, mal an, toute l'année, toute la saison estivale, à partir d'une certaine altitude. Bon, et c'est de moins en moins le cas, bien sûr. Donc cette espèce de congélateur naturel qui s'est mis en place au petit âge glaciaire dans les Alpes, il est en train de disparaître. Et bon an, mal an, il disparaît. Alors c'est progressif, hein. Jusqu'aux années 1990, c'était relativement lent. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, il y a une accélération, et depuis une dizaine d'années, on accélère l'accélération, et depuis 2 ans, on accélère l'accélération de l'accélération. Il faut savoir qu'en moyenne, le massif alpin se réchauffe 2 fois plus que la moyenne. Donc là, on annonce 1,5 degré de réchauffement en 2024, moyenne terrestre. Dans les Alpes, vous doublez. Il y a des effets miroirs, et on ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, l'accélération est accélérée, si je puis dire. Alors donc, il y a urgence à prospecter, à parcourir ces espaces dans les pas de tous ces colporteurs, de tous ces voyageurs, et de chercher les traces qu'ils ont pu nous laisser. Ils ont pu nous laisser intentionnellement, dans certains cas, vous allez voir, et dans d'autres cas, de manière complètement fortuite. Hélas, il y a les fortunes de mer, il y a les fortunes de montagne, il y a des accidents, et parfois les accidents sont mortels. Les textes en parlent, la tradition en parle, les traditions orales en parlent. Vous ne verrez pas de cadavres, nous n'en avons pas encore découvert. Je ne dirais pas que nous espérons en trouver, mais il faut savoir que l'archéologie glaciaire a commencé de manière fracassante à rentrer dans la science en 1991 avec la découverte d'un cadavre, en fait, qui était celui de Ötzi, dans les Alpes italiennes, et qui est à ce jour le seul individu de cette période-là qui a été découvert. On passe du néolithique au XVIIe siècle, donc il y a un gap gigantesque. Donc ces corps humains, s'ils existent encore, parce que je pense qu'ils sont en train de disparaître, sont extrêmement rares de toute façon. Alors nous sommes archéologues, donc nous faisons de la prospection de surface. Il est impossible de fouiller dans ces environnements-là. Nous faisons des relevés topographiques, photogrammétriques, tout ce que l'on peut imaginer pour enregistrer les surfaces et l'évolution des surfaces. Vous allez voir que ça évolue vite. Et puis nous utilisons également des moyens tout à fait officiels, tels que le détecteur de métaux, qui permettent d'identifier très facilement des objets qui sinon nous échapperaient, tant ils sont petits et très discrets en fait.
Ce travail a commencé de manière très discrète en 2007. Après quelques années, il a été interrompu et j'ai eu le bonheur de pouvoir recommencer à travailler sur cette question en 2018 et depuis, nous ne sommes pas arrêtés. Et donc les résultats que je vous présente ici, les photographies et les idées, en fait, sont issus du travail que j'ai engagé, mais issus d'un collectif de travail avec des collègues, avec des étudiants, avec des collaborateurs qui parfois reviennent d'une année sur l'autre. Il semblerait que ça soit intéressant, qu'ils ne sont pas trop fatigués, ils reviennent, et parfois ne reviennent pas, ou reviennent une année sur deux. Donc ce sont des équipes mobiles, mais toujours très motivées par cette question de parcours en haute altitude. À l'heure actuelle, vous voyez la carte que je vous ai mise, qui sont les zones de travail que nous avons déjà parcourues, donc sur le département de la Savoie et celui de la Haute-Savoie, s'intéresse exclusivement aux cols dans lesquels il y a cet effet de congélateur. Donc c'est l'urgence absolue. Évidemment, il y a une archéologie de très longue haleine qui a déjà été initiée par des collègues, je pense à Pierre-Jérôme Ray en Savoie, sur le col du Saint-Bernard, le petit Saint-Bernard, qui ont donné des résultats assez spectaculaires aussi. Mais aucun objet en bois, bien sûr, tout est réduit au lithique, et à la céramique et autres objets passionnants, mais qui peuvent se conserver. Donc il y a moins urgence, si vous voulez. Donc ces passages de col à moyenne, basse altitude, bien documentés, sont en noir, et nous nous sommes focalisés sur tous ces cols, mais c'est loin d'être exhaustif. Nous en avons prospecté une quarantaine entre la Savoie et la Haute-Savoie jusqu'à ce jour, et nous avons identifié, inventé, comme on dit, une dizaine de sites archéologiques en domaine glaciaire, d'intérêt variable, mais vraiment... Alors quand je dis site archéologique, c'est tout ce qui est antérieur à la civilisation des loisirs. Tout ce qui est plastique, aluminium, bâton de ski, etc., ne rentre pas dans notre champ de compétences. Ça viendra peut-être, mais bon, disons qu'il n'y a pas de problématique associée directement. Alors, pourquoi ? Parce que... Alors, quelques exemples des passages que nous prospectons, des lieux de passage, qui vous montrent un peu la diversité des environnements dans cette thématique très générale. Vous voyez, on dit archéologie glaciaire, là, il n'y a pas de glacier. Mais il n'y a plus de glacier. Il y a 150 ans, c'était entièrement recouvert de glace. Donc, vous aviez ici les sources de l'Isère. On est dans le secteur donc, frontalier de la Haute-Tarentaise, sur la commune de Val d'Isère elle-même. Et donc, vous avez sous les yeux deux sites archéologiques. Alors, on ne voit pas les objets parce qu'à cette échelle-là, c'est difficile, mais on voit donc la ligne de crête et on voit très bien ce qui est très intéressant pour nous, ce sont les effets de conservation topographique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait de la glace, parce que la glace a la tendance à descendre avec la pente. Donc, elle va aller vers l'aval et elle va tout emmener avec elle. Donc, si vous avez un accident, les objets, les corps, tout cela va descendre. Donc, ce qu'il nous faut, ce sont des passages englacés, déglacés depuis pas trop longtemps, voire en cours de déglacement, c'est encore mieux, et qui ont constitué des pièges topographiques. Donc, quand vous avez un lac comme ça, sous un col, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a une dépression. Alors, autour de ce lac, nous trouvons des objets, en bois par exemple. Nous avons trouvé une probable chaussure en cuir l'an dernier au bord, dans l'eau, vraiment dans l'eau du lac. Donc, ce lac est gelé en hiver, bien entendu. Donc, ce sont des effets de conservation, dégel, regel, chaud, froid, humide, sec, etc. Donc vous comprenez que ces objets quand même sont soumis à des conditions de conservation assez drastiques. Et une fois qu'ils sont sortis vraiment de la glace et des neiges pérennes, le compte à rebours est vraiment engagé. Voilà, donc ici, sous le col de la Galise, il y a quelques reliquats, donc des plaques de glace de quelques centaines de mètres carrés. C'est une situation qui est vraiment l'état ultime de fonte. Alors inversement, il y a des secteurs où... On se plaint tout le temps, vous allez dire, mais il y a trop de glace. Par exemple, en 2023, nous avons exploré plusieurs secteurs dans le massif du Mont-Blanc qui nous faisaient de l'œil depuis un certain temps. Alors, le massif du Mont-Blanc, ça paraît être une barrière énorme. Eh bien, en fait, il y a des passages qui sont certes des passages d'alpinistes aujourd'hui, mais certains d'entre eux sont documentés, au moins depuis le XVIIe siècle, et avec une historiographie qui serait à approfondir parce que beaucoup de choses sont répétées, réécrites, redites et ne sont pas forcément très fiables. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes allés voir sur le col du Géant, donc nous frisons les 3400 mètres d'altitude, et là, c'est trop tôt. Dans certains endroits, nous arrivons trop tard, il n'y a plus de glace depuis longtemps,
Et dans d'autres, il est un peu trop tôt, c'est-à-dire que le col du Géant lui-même, c'est une sorte de calotte, si vous voulez. Donc ça déborde des deux côtés, sur le versant italien, sur le côté français. Côté français, vous avez ici une petite vue, c'est la vallée Blanche qui ensuite se transforme en mer de glace. Et Chamonix est en contrebas. Donc là, de l'autre côté, nous avons Courmayeur, côté Val d'Aoste. Voilà une petite gravure du XVIIIe siècle qui vous montre la situation avec le glacier, le géant lui-même, qui est devenu la dent du géant avec le temps. Et aujourd'hui, un espace hautement anthropisé, malgré les apparences. Vous avez le téléphérique qui vient de Courmayeur, vous avez le refuge, et vous avez l'aiguille du Midi qui n'est pas très loin, où on est sur les grands itinéraires en fait, d'alpinisme. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est de vallée à vallée, évidemment. Et donc, de Chamonix à Courmayeur, le plus court chemin, c'est de remonter la vallée Blanche, donc 17 km, en fait, en passant par le col du Géant. 17 km dont, aujourd'hui encore, les 3/4 sont sur des glaciers. Si vous ne prenez pas cet itinéraire-là, vous devez contourner le Mont Blanc, et ce n'est pas 10 heures de marche, mais c'est plusieurs jours. Non, à 2, allez, si vous êtes rapide. Donc, évidemment, il n'y a pas photo. Les populations, on va dire anciennes, sans chercher à savoir quand, avaient intérêt à passer par ces itinéraires-là. Et si on met dans la balance les fluctuations climatiques, là, en fait, nous héritons d'une situation qui est celle du petit âge glaciaire. Donc, on a encore beaucoup de glace, ça fond, mais il y a encore beaucoup de glace. C'est la dernière ligne droite de l'héritage du petit âge glaciaire. Mais auparavant, il y avait beaucoup moins de glace, y compris dans ces environnements-là. Il faut imaginer que le massif du Mont Blanc, à l'époque antique, par exemple, les glaciers sont très très hauts, retirés. Ils ne sont pas inexistants, mais ils sont très très faibles. Et donc, les itinéraires sont beaucoup moins englacés. Donc là, pour l'instant, pour l'archéologie, il est un peu trop tôt parce qu'il faut attendre patiemment que la glace fonde et que le socle rocheux apparaisse de manière plus conséquente. Pour autant, il n'y a pas d'effet de cuvette, il n'y a pas d'effet de réservoir qui permettrait d'imaginer qu'on puisse avoir des choses bien conservées. Hélas, il est probable que tout a déjà flué depuis très longtemps vers le bas. Mais on attendra, ou d'autres, ce n'est pas moi, ce seront les suivants, pour aller voir de plus près. Alors nous allons revenir en Savoie finalement et nous focaliser sur notre cœur de travail depuis 2007, qui est la Haute-Maurienne, entre le massif de la Vanoise et la ligne de crête qui sépare de l'actuelle Italie. Et très précisément, nous sommes entre le passage du col de l'Iseran, ici, qui redescend en Tarentaise, et le passage du Mont-Cenis, qui sont dans la catégorie, entre guillemets, grand col, donc 2000 mètres d'un côté, 2006 de l'autre. Et donc nous allons monter à 3000 et un petit peu plus pour aller chercher des glaces. Alors, ces hautes vallées, en fait, sont tout sauf des déserts, en fait. Il faut imaginer des sortes d'oasis de peuplement qui ont été reliés entre eux par ces fameux cheminements à travers la montagne. Alors, le point central, par exemple, c'est la plaine de Bessan, donc 10 km de longueur, 1 km de largeur. On n'est pas du tout dans des conditions drastiques, sauf que nous sommes déjà à 1700 mètres d'altitude. Donc, on est déjà en contexte de haute montagne. Mais habitation pérenne et possibilité de déplacement très facile. Donc, ce sont des cellules d'habitation, de communautés rurales, en fait, qui existent depuis on ne sait pas quand. Ça, c'est un point noir de l'archéologie. On a les édifices religieux, on a quelques références, on va dire, cœur du Moyen-Âge, quelques soupçons sur la période antique, mais en fait, on ne sait vraiment très très mal quelle est l'intensité et la chronologie du peuplement de ces hautes vallées. Ça reste un dossier très, très ouvert. Alors, quand on est là, on est dans le village, on peut commencer son itinéraire et je vous invite à cheminer avec moi. Nous allons remonter en direction de l'Italie. Nous allons essayer de passer la Crète. Alors, ici, une photo modèle 3D généré par le géoportail de l'IGN, qui vous donne une vue un peu cavalière. Le village de Bessan est ici. Et vous avez ces grandes vallées qui font quasiment une dizaine de kilomètres de longueur, qui sont entaillées, qui entaillent les massifs et qui vont permettre de remonter comme ça, sans grande rupture. Et donc, allons-y. Alors, nous remontons sans grande rupture, nous remontons la vallée d'Aveyron. Vous voyez, ici, on a la Bessanaise qui culmine, la grande montagne du secteur, qui est un spot d'alpinisme, bien sûr, qui est aussi la ligne frontière actuelle avec l'Italie. Le village d'Aveyron lui-même est ici. On va s'approcher un petit peu. Il est à 2000 mètres.
quasiment. C'était un village pérenne jusque dans les années 1950, dont l'origine se perd. Voilà, on ne sait pas du tout. Et qui comptait, à la fin du 19e siècle, 200 habitants quand même. Donc c'était des vraies agglomérations, des vraies zones de peuplement, avec des champs autour, avec l'élevage dans les alpages, etc. Donc vraiment des spots de peuplement tout à fait autonomes par rapport au bourg communal, qui est situé à 3 heures de marche quand même, déjà. À partir de là, on va gagner le refuge d'Aveyron, on va monter un petit peu, on remonte un peu la vallée, 2200 mètres d'altitude. Alors lui, il a un siècle d'existence. Il a été installé sur une croupe rocheuse qui domine un petit peu la situation et qui domine un carrefour de vallons. Et à partir de ces carrefours de vallons, on commence à rentrer dans le vif du sujet et aller dans la zone qui aujourd'hui est une zone encore d'alpage, mais qui progressivement va laisser place à des zones de rochers qui n'ont un intérêt pastoral que très relatif, un intérêt minier que très relatif aussi dans ce secteur-là. Il y a très peu de ressources minières exploitables. Et par contre, c'est des axes de circulation, c'est des axes de traversée. Alors là, on est au refuge d'Aveyron et on regarde vers le vallon qui continue plein sud, c'est le vallon de la Lombarde, son nom vient du vent, la Lombarde, qui passe les crêtes et qui ramène en général le mauvais temps. Et vous avez ici une éminence qui s'appelle la TA, sur laquelle j'ai fait des sondages en 2006, et nous avons une occupation, c'était une zone de bivouac depuis la fin du néolithique jusqu'à l'âge du fer, il y a des traces de campement, et donc on a une sorte de refuge, on a le refuge officiel d'un côté, moderne, contemporain, et en vis-à-vis, sur la croupe d'en face, on a dans la même position, en fait, le bivouac des époques un petit peu plus anciennes. Alors ça, c'est extrêmement passionnant, ça veut dire que ces itinéraires sont balisés et que les personnes qui sont en cheminement comme ça ne vont pas tout faire la même journée, pas toujours, et on a des parcours qui sont balisés comme ça par des zones de bivouac et qui sont des repères dans le paysage. Alors ça, c'est en été. En ce moment, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, on a plusieurs mètres de neige, donc... oups. C'est la Lombarde qui fait de bruitage. Donc c'est des très beaux itinéraires de ski de randonnée, si vous êtes amateur, je vous conseille. Il y a le tour de la Bessanaise, ça se fait en 2-3 jours, été comme hiver, c'est magnifique. Alors, de point de vue cartographique, nous avons aussi des informations précieuses qui sont les relevés topographiques liés à leur attachement de la Savoie à la France, la carte du service géographique de l'armée, qui a été dressée donc, dans les années 1860 et qui donne un état du paysage à ces périodes-là. Alors ici, c'est un deuxième relevé qui date de l'extrême fin du 19e siècle et qui montre tout de même l'étendue des glaciers. Le relevé est précis, en fait. Et on voit même les chemins de traversée qui permettent de remonter jusqu'au col. Et les cols sont mentionnés. Donc, en fait, les itinéraires sont portés sur ces cartes. Et donc, on a un état de la géographie humaine à cette période-là. Alors, on peut les reporter sur le fond, si vous voulez. Vous avez donc les langues glaciaires qui descendent. Ici, vous avez cette fameuse Bessanaise. Et vous avez un reliquat de glacier aujourd'hui, mais la carte que vous avez à votre gauche montre que le glacier, à cette époque-là, descendait jusque-là, en fait. Donc, c'était un mur de glace assez difficile à franchir. Pour aller où ? Pour aller soit vers le sud sur le col d'Arnès, soit au nord, le passage du col Rhin. Et c'est celui-là que je vais vous inviter à suivre aujourd'hui. On ne peut pas aller partout, on va choisir d'aller au col Rhin. Alors, si on reporte les tracés des itinéraires, on a des itinéraires qui remontent depuis les zones de peuplement, la vallée d'Aveyron, et qui foncent ensuite droit vers les vallées de Lanzo, côté piémontais. Et vous avez en fait 3 passages de col documentés, portés sur les cartes, fin 19e, et qui sont attestés par la tradition orale. Ce ne sont pas exactement les itinéraires qui sont aujourd'hui empruntés par les randonneurs. Alors, nous, aujourd'hui, nous suivons les itinéraires de randonnée parce qu'ils sont balisés et ils sont plus praticables. Alors, il faut savoir quand même que le passage du col Rhin, donc on est à 2200 mètres au refuge d'Aveyron. On est parti de 1700 mètres de Bessan. Le col lui-même est à 3200 mètres. Donc, je vous laisse calculer le dénivelé. Et partir du refuge, c'est assez vertical tout de même. Vous avez une montée assez rude.
dans des éboulis, parfois enneigés. En 2024, on est fin août, vous voyez, donc il y a encore de très grands névés, des plaques de neige qui n'ont pas fondu, donc qui sont toujours là, recouvertes par la neige de cet hiver. Donc on a une année 2024 qui était moins favorable aux prospections archéologiques, mais beaucoup plus favorable aux écosystèmes, donc on est très content. Puis ça nous fait moins de travail en post-fouille. Et donc, nous gagnons progressivement des éboulis. Et vous voyez le col? Non, vous ne voyez pas le col. Le col est invisible depuis la vallée. Certains cols, parfois, on les visualise comme ça depuis les fonds de vallée. Des passages comme celui d'Arnès ou du col Rhin sont complètement invisibles. Ça veut dire qu'il faut avoir la connaissance des itinéraires. Un voyageur égaré ne trouvera jamais le passage. Il faut avoir la connaissance, et cette connaissance, elle est transmise de génération en génération par les populations locales, bien sûr. Alors nous montons, et vers 3100 mètres d'altitude, nous débouchons sur un panorama assez élargi. Alors vous avez la dent du col Rhin ici, que je vous ai éborgné lamentablement, et vous avez encore aujourd'hui, là c'est la situation 2024, une grande plaque glaciaire qui fait une dizaine d'hectares minimum, et vous voyez, chance, cet effet de cuvette. Elle est coincée dans une cuvette par des barres rocheuses, par une moraine frontale, et donc la glace est prisonnière. En tout cas, une partie de la glace est prisonnière. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite. Le passage lui-même, on ne le voit toujours pas, c'est la petite échancrure masquée par là. Alors, si vous allez vous aventurer ici, vous avez une magnifique ligne de crête avec des parois verticales sur 100 mètres, 200 mètres de dénivelé, c'est absolument infranchissable. Il y a un seul passage, il est ici. Donc, il faut quand même le visualiser. Nous voilà arrivés au col lui-même. Donc nous sommes au col et nous nous retournons. Nous ne voyons pas le village de Bessan, qui est 10 km là-bas. Nous voyons en revanche le sommet de Charbonnel, un autre grand pic d'alpinisme local. Et cette grande cuvette englacée avec un glacier qui progressivement fond. Il y a 10 ans, c'était tout englacé ici. Maintenant, c'est coupé en deux. Voilà, et la zone archéologique, la zone où nous allons trouver des objets, elle est dans cette cuvette très précisément. C'est un vrai miracle de conservation. Et maintenant que nous avons une dizaine de sites identifiés, nous continuons à penser que le site du col Rhin est quand même majeur par cet effet de conservation, haute altitude, glace et effet de cuvette qui sont cumulés. Nous retournons à 180 degrés, nous regardons ce qui se passe côté italien, et là c'est vertigineux parce que nous avons un couloir très raide, avec une main courante aujourd'hui, qui était englacé jusque de les années 1950-60, sans discontinuité. Et 200 mètres plus bas, nous débouchons sur un grand vallon qui était un glacier, alors qui est aujourd'hui devenu un glacier noir, c'est-à-dire qu'il est recouvert de gravier, et il est en train donc de disparaître gentiment. Donc c'était l'itinéraire pour redescendre et de dégringoler ensuite vers les premiers villages, en l'occurrence le village de Balme. Et l'itinéraire, entre les deux villages, de village à village, entre Bessan et Balme, il fait 19 km. Donc on est dans l'ordre de grandeur de Chamonix-Courmayeur, si vous voulez, c'est tout à fait comparable, avec un dénivelé positif de 1650 mètres, et donc des temps de parcours qu'on peut estimer à une dizaine d'heures, mais c'est une estimation très grossière, parce qu'en fait, les montagnards ont des manières de déplacement qui ne sont pas du tout calculables. Je veux dire qu'ils peuvent très bien faire des arrêts s'ils en ont besoin, faire un détour pour aller rendre visite à un cousin, et puis ensuite tracer tout droit et faire la moitié du chemin au pas de course quasiment. Alors vous voyez, on remonte les vallées, c'est relativement doux, et puis il y a un moment, il faut quand même attaquer le vif du sujet, et vous avez des pentes très très fortes. Donc c'est tout sauf reposant. Alors quand on dit que c'est un effet de conservation très, très, très exceptionnel, on va bientôt en parler au passé, et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à surveiller ces passages, parce que la glace fond, vous aviez un lac de vidange, en fait, enfin un lac de fonte de neige, pardon, de glace, qui se formait dans la partie la plus basse, et en 2022, année vraiment de triste mémoire, faible enneigement hivernal, canicule précoce et longue, eh bien la glace s'est mise à fondre. Ce glacier a perdu plus de 2 mètres d'épaisseur en un mois, quasiment. Et donc, on a récolté des centaines et des centaines d'objets en 2 ou 3 passages. C'était une année vraiment faste, je dirais, hélas. Et voilà, le lac s'est vidangé. Et donc, l'environnement, les conditions de passage sont complètement transformées. C'est-à-dire que là, vous cheminez sur une glace glissante. Donc, c'est
pas dangereux, mais c'est dérapant. Vous avez de la bouillasse au fond de la cuvette, c'est très sale et c'est pas tellement agréable à traverser. Et ensuite, vous allez attaquer un éboulis raide, très instable, et pour atteindre le col. Donc les conditions de passage sont de plus en plus difficiles. Et c'est contre-intuitif, parce qu'on dirait il y a moins de glace, il y a moins de neige, donc on passe plus facilement. En fait, absolument pas. Absolument pas. Ici, l'échelle humaine, toujours ramené à l'échelle humaine. Alors, si on reprend cette photographie 2022 et que l'on plaque les cartographies et les photographies aériennes que l'on a depuis 150 ans, on se rend compte que dans les années 1860, les relevés de l'armée, le glacier arrivait quasiment au passage de col, au niveau du passage du col. Dans les années 1990, le niveau de glace reporté est à peu près là. Alors, il n'y a aucune trace géomorphologique. Ça, c'est vraiment de la cartographie. Sur le terrain, on ne voit absolument rien. Il n'y a aucune trace matérielle de ce niveau de glace. Et puis, lors de mon premier passage en 2007, d'après les photos que j'ai prises, la glace était là. 2022, elle est là. Voilà. Donc, vous voyez l'échelle de fonte en 30 ans par rapport à 130 ans environ depuis les premières cartographies. Si vous me dites qu'il n'y a pas de changement climatique, je poserai une question ou deux. Ça fond. Donc voilà, les conditions d'observation, c'est de la collecte dans un environnement très humide avec des objets qui vont se déplacer. Parce qu'à partir du moment où ils sortent de la glace, ils vont bouger, vont être emmenés par les eaux, se redéposer plus loin. Donc nous avons des vrais sites archéologiques. Sur le Collerins, il y a plus de 2000 objets qui ont été collectés à ce jour. Mais ils sont pas en place. Ils ont bougé, et sans doute plusieurs fois dans leur longue histoire depuis leur déposition. Donc le site est sur place, mais il n'est pas en place. Je ne sais pas comment il faut le dire, et d'une année sur l'autre, on ne retrouve pas forcément les choses au même endroit. Alors, très humide, mais aussi très sec. Ici, on est sur la moraine frontale, donc l'avancée maximale du glacier au petit âge glaciaire. Et là, c'est l'inverse, c'est que du caillou. Et donc, vous allez voir les illustrations d'objets. Pour trouver des objets dans ces cailloux-là, ce n'est pas si facile. Le premier relevé cartographique, pour le plaisir, parce qu'à l'époque, on faisait des belles cartes quand même. Alors, il n'y a pas les lignes de courbes de niveau, mais on a quand même des courbes de niveau indiquées sur le glacier, sur les glaciers, qui montrent bien qu'on a une calotte, c'est peut-être pas le terme exact, les glaciologues me reprennent toujours, mais en tout cas, un glacier qui est continu sur la ligne de crête jusqu'à la dent du Collerin. Et aujourd'hui, non, c'est plus du tout le cas. Vous avez des petits glaciers résiduels qui sont disjoints les uns des autres. Et on comprend mieux pourquoi est-ce que les gens cheminaient, non pas par le sentier actuel, mais à flanc de montagne, parce qu'en fait, ils remontaient en diagonale, dans les pentes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ils passaient en fait à l'endroit où il y avait le moins de glace à traverser. Voilà, donc il restait 200 mètres de glace, et on arrivait de plein pied au col, sans avoir d'éboulis instables à traverser. Ça, c'est la situation, donc 19e et antérieure, à partir du 14e, 15e siècle, on est dans cette situation-là. Alors, pourquoi s'intéresser au Collerin ? Je vous ai dit qu'on a récolté beaucoup d'objets, beaucoup d'objets, mais celle-là, ce n'est pas nous qui l'avons trouvée, forcément. Celle-là, c'est le point de départ de l'enquête, en fait, en 2003, autre année de canicule, autre année de fonte accélérée des glaciers, une statue qui est sortie, donc, a priori de la glace, et qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires stylistiques sur sa datation, sur son attribution, sur sa fonction, qui oscille entre l'âge du fer et l'époque baroque. Voilà. Donc après, chacun se fait une opinion. Je vous laisse vous faire votre opinion, je vous en prie. C'est en fait un pieu qui était planté au niveau du col ou dans la glace, pas dans la glace, c'est pas possible, mais en tout cas dans la neige, les neiges un peu pérennes, ou voilà, au niveau du passage de col lui-même, et qui ensuite a basculé, a cassé, le pieu a cassé, et qui s'est retrouvé prise dans la glace. Suite à cette première découverte, donc, il y a eu une forme de déclic, si vous voulez. En archéologie, parfois on réfléchit de manière très intuitive et c'est pas rationnel. L'idée a germé de se dire peut-être qu'il y a autre chose. Et donc, pour être monté en 2007, voilà, ça c'est la photo de la découverte, de ma découverte. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bois sur ce passage de col.
Donc là, la glace fond, on est en limite d'éboulis, de glace, vous voyez, c'est la patouille. Et des bois qui font 1,20 m, 1,50 m de longueur pour certains, hein, donc on n'est pas dans du fagot pour brûler le soir, c'est vraiment des bois qui ont une fonction précise. Alors depuis, nous en collectons, je vous ai dit que nous avons, alors je ne vous ai pas dit, nous avons fait en 2024 la 10e campagne de prospection au total, depuis 2007. Donc voilà à quoi ressemblent sur le terrain ces bois. Et nous avons aussi ponctuellement d'autres types d'objets. Vous voyez ? Vous voyez ? Très bien. Vous voyez la pointe d'une épée ou d'une dague en fer qui montre que les gens passaient avec un petit peu d'armement quand même. On cherche toujours l'autre moitié, et maintenant avec des détecteurs. Donc on l'aura, mais on ne l'a toujours pas. On fait de la prospection, c'est-à-dire que si la suite de l'objet est enfouie sous 1 mètre retourné par la glace, si vous voulez, ça va être difficile, mais on ne sait jamais. De plus en plus difficile, vous le voyez. Cécile, tu dois le voir. Christophe ne dit rien. L'inventeur est dans la salle. Ce sont des tessons de céramique. Ceux-ci sont des tessons de céramique et ils sont passionnants, vous allez voir dans un instant. Voilà, alors il faut ouvrir l'œil et le bon, comme on dit, mais nous travaillons avec des gens qui avant tout aiment la montagne, aiment la randonnée, aiment transpirer et ont le sens de l'observation. Donc parfois c'est des naturalistes aussi et c'est extrêmement passionnant parce que ça croise les compétences. Nous avons des observateurs avec des regards qui sont très différents les uns des autres et ça permet de trouver des choses très différentes. Alors pour terminer cette présentation, un petit peu d'archéologie pure et dure, on va faire de la chronologie maintenant parce que tout cela était un peu yaourt, hein, un peu dilué dans la chronologie. Factuellement, où est-ce que nous en sommes dans la documentation ? Là, je vais mixer des découvertes du Collerin et des découvertes d'un autre passage. Je vous ai évoqué le vallon de la Lombarde tout à l'heure. Donc, il y a un col, le col de l'Autaret, L', qui est plus bas, il est à 3070 mètres, donc c'est pas grand-chose, et sur laquelle il y a également beaucoup de découvertes que nous avons commencé à dater de manière sérielle, si vous voulez. Donc, les plus anciennes découvertes remontent factuellement à l'âge du bronze. Mais ce n'est pas une attribution culturelle, hein, c'est vraiment une attribution radiométrique sur la base des dates radiocarbone que nous faisons sur les bois. Et alors nous avons des objets pas faciles à interpréter, évidemment. Celui-là, il est pas mal. Il fait 1,50 m de longueur et en fait, c'est une perche. Alors elle est distordue par le fluage dans la glace, dans les cailloux, hein, elle a subi des torsions. Donc il y a des fléchages et elle est vrillée, en fait, le bois est vrillé, vous voyez. Donc c'est la puissance de la glace. Mais le bois est entièrement façonné, il est appointé, c'est une pointe mousse, donc c'est pas un épieu. C'est probablement, ce ne sera pas démontrable, mais c'est probablement des perches à neige, encore utilisées hein, dans les stations de ski aujourd'hui. Alors ce n'est pas ce modèle-là, évidemment, mais c'est le principe que l'on connaît en Himalaya, qu'on connaît dans beaucoup de montagnes. En fait, les itinéraires sont balisés avec des perches qui permettent de se retrouver dans le brouillard, entre autres, et de ne pas quitter le meilleur cheminement, de ne pas s'égarer sur un glacier, etc. En Himalaya, on a des petits fanions aussi qui sont mis sur les perches, etc. Donc on est probablement dans ce système-là, parce qu'on voit mal que ce soit un fagot à brûler, c'est pas un pieu, etc., etc. Voilà, donc ça laisse penser très fortement que, bien sûr, les gens passaient au milieu du 2e millénaire avant notre ère, mais que l'itinéraire est balisé, qu'il y a déjà des marquages sur ces passages de col, donc on connaît déjà l'itinéraire, bien sûr, depuis quand, ça, l'enquête le dira un jour, mais que c'est récurrent. Donc on est déjà dans ce système d'itinéraire connu, reconnu, balisé, entretenu, en quelque sorte. Donc le présupposé que nous pouvions avoir de l'existence d'itinéraires bien aménagés à l'âge du fer, je pense qu'on peut le remonter sans problème à l'âge du bronze. Et puis, je pense qu'on va pouvoir extrapoler un petit peu sans trop de problèmes, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas les réinventer, ces itinéraires. Si vous ne connaissez pas intimement la montagne, les vallons, les passages, les bons passages, les mauvais passages, vous vous perdez. Et vous allez passer un col, et 200 mètres plus bas, vous avez une barre rocheuse, vous ne pouvez pas passer, ou vous ne savez pas où aller, donc vous êtes perdu. Donc à partir du moment où un itinéraire est ouvert, il n'y a aucune raison qu'on en perde la mémoire si on a besoin de l'utiliser. Et il n'y a aucune raison que cette mémoire ne se perde pas sur des millénaires.
Donc je suis assez convaincu que la connaissance traditionnelle de ces passages discrets à travers les Alpes est en fait une connaissance plurimillénaire. Et on commence à en avoir des éléments sur les découvertes archéologiques. Alors, vous n'avez pas l'âge du bronze, vous aimez l'âge du fer, ça tombe bien, j'en ai aussi. Nous en avons aussi, pardon. Alors, quelque chose qui est un petit peu différent, on revient au Collerins, là, premier âge du fer, selon la radiométrie, c'est un pieu, pour le coup. C'est un bois appointé, alors vraiment appointé à coups de hache, 4 cm de diamètre. Donc là, on n'est plus dans la petite perche, et donc il est très dégradé, hein, évidemment, mais il indique probablement un aménagement, hein, quelque chose qui a été planté pour faciliter le passage, ou alors pour protéger quelque chose. Vous avez en tête la statue, là, avec son pieu. Bah, là, on a peut-être l'autre moitié, mais c'est pas la même, parce que c'est pas la même. Ah, pardon, j'ai spolié. Vous n'avez rien entendu. Des choses émouvantes, comme par exemple un lien, une branchette en fait qui a été tordue sur elle-même pour faire un lien, pour façonner un fagot, donc des gestes de la vie quotidienne, des choses tout à fait simples, mais très très fortes en fait, hein, du point de vue de l'anthropologie de ces populations-là, finalement. Alors on revient à nos tessons de céramique, on en a peu, mais on les fait parler. Cela renvoie à un récipient qui est en céramique tournée, de la fin du premier âge du fer, transition peut-être tout début deuxième âge du fer, donc culture de Hallstatt, et c'est en fait de la vaisselle de luxe qui est produite dans les grands centres dits princiers tels que Vix, Oineburg, etc., donc au nord et à l'ouest des Alpes, et qui sont échangés ou commercés avec des produits eux aussi de luxe qui viennent de la péninsule italique, des Étrusques ou des cultures de la péninsule italique. Vous avez en tête le vase de Vix, peut-être ? Ben, c'est ça, c'est cette période-là, grosso modo, c'est cette problématique-là. Des liens commerciaux, politiques entre des élites. Et ce qui est surprenant, c'est que cette céramique luxueuse, en fait, n'a pas transité par... Alors peut-être qu'elle transitait aussi par ces fameux grands cols, mais elle transitait aussi par ces petits cols très discrets. Et ça, c'est très intriguant, et j'oserais dire, mais c'est une pure hypothèse gratuite, que peut-être qu'il y avait déjà des payages au premier âge du fer sur les grands passages de cols. Il n'y a pas de raison qu'on ne va pas s'enrichir. Il y a des gens qui passent, ils ont de l'argent, on va en prendre un peu, ça se passera bien. Et peut-être qu'il y avait déjà des contrebandiers. Mais c'est une hypothèse qu'il va falloir développer. On espère en trouver d'autres, mais on n'en a pas trouvé cette année. Hein. Alors, parenthèse dans la parenthèse, les céramiques sont extrêmement fragiles dans ces contextes-là, parce qu'elles sont poreuses. Elles prennent l'eau, elles vont geler. Au mois d'août, elles vont dégeler. En une campagne, en fait, les céramiques explosent. Donc ça, vous avez les plus beaux tessons, mais le reste, c'est des miettes. Donc, il est, hélas, normal qu'on trouve très peu de mobilier céramique dans ces contextes-là, car ils ont une chance de survie qui est pas très importante, comme les tissus, finalement. Bon, la carte de répartition des découvertes, et maintenant nous avons un magnifique point ici. Il semblerait que la carte de répartition sur l'Italie du Nord ne soit pas complète, parce qu'il n'y en a aucun, et c'est pas normal. Donc là, c'est une carte qu'il va falloir compléter, mais chacun son travail. Deuxième âge du fer, ça vous plaît ? Eh bien, nous avons par exemple ces grands bois en Y qui sont une spécialité du Collerins, on doit en avoir une dizaine maintenant. Et ces grands bois sont assez énigmatiques, mais ils sont très incommodes à transporter. Imaginez ça sur le dos. Ça fait plus d'1 mètre de longueur. Ce sont très certainement des éléments d'assemblage pour des systèmes de portage, de transport, de travois. C'est difficile à imaginer pour l'instant. On n'a pas de comparaison ethnographique, mais manifestement, c'est des systèmes assemblés et qui ont donc une réelle ancienneté. Et là, on renvoie à nouveau à ces systèmes de transport, à ces marchands, à ces gens qui passent avec des marchandises. Alors, les antiquisants, je suis navré pour vous, nous n'avons pas grand-chose en stock. Les premiers siècles de notre ère sont extrêmement mal documentés de la part des matériaux périssables. On a d'autres indices en non périssables qui commencent à arriver maintenant, mais là, nous avons la statue. Elle date de la fin du 1er, début du 2e siècle de notre ère. Elle a été datée par le radiocarbone il y a 2 ans, et une analyse stylistique très serrée par Christian Vernoux, qui connaît bien la statuaire de ces périodes-là, lui a permis d'avoir une proposition de datation qui est exactement la même. Pour une fois que tout le monde est d'accord, on va retenir l'idée.
Donc elle est de tradition de style, entre guillemets, gaulois, si vous voulez, hein, mais elle est bel et bien du 1er, début 2e siècle de notre ère. Et puis, nous avons découvert, 3-4 ans maintenant, une lance, elle aussi datée par le radiocarbone, 1er, 2e siècle de notre ère, qui est une lance entièrement en bois, qui est monoxyle, comme on dit, c'est-à-dire que même la partie vulnérante est en bois. C'est en fait un seul tronc qui a été sculpté pour avoir un objet complet. Je ne sais pas s'il y a des comparaisons, mais pour l'instant, personne n'a réussi à m'en sortir une. Si vous avez des idées interprétatives, je vous en prie. Mais ces mobiliers, en fait, sont extrêmement intrigants, parce qu'ils ne renvoient pas au système marchand, ils ne renvoient pas à la vie quotidienne, ils sont quand même très détonnants dans le corpus. On aurait tendance à penser qu'on a affaire à des ex-voto ou avec des pratiques spirituelles, religieuses, dédicatoires, etc., etc. Qui sont connus sur d'autres passages de col à plus basse altitude, hein, bien entendu. Alors je sens bien que les médiévistes sont frustrés, donc j'en ai un petit peu pour vous aussi. Donc le haut Moyen-Âge, une fourchette un peu large, des objets en bois comme cette magnifique crémaillère qui est probablement un système de comptage, là aussi interprétation complexe, un fond de tonneau du haut Moyen-Âge, une pointe de javeline. Celle-là, elle est datée plutôt par la typologie. Donc, on registre des marchands, des personnes armées. Et puis, quelque chose d'assez exceptionnel aussi, une chaussure en cuir, plus exactement, on va dire une guêtre, une surchaussure en cuir qui provient du col de Lautaret. Descendons un petit peu la chronologie, on passe l'an 1000, 11e, 12e siècle, 13e siècle. Là, des vrais éléments incontestables qui renvoient à des systèmes de portage assemblés, donc des bas de mulets ou des systèmes de portage type sac à dos avec des assemblages, tenons, mortaises, etc. Un magnifique couteau avec son manche encore conservé, daté par le radiocarbone. Hein. Et puis des choses qu'on aime bien, comme des pelotes de ficelle. Alors, les gens se promènent avec des pelotes de ficelle dans leur poche, c'est normal. Donc vous voyez, ce panorama, il est un petit peu à l'après-vert, selon l'expression consacrée. Il est très disparate. Quand nous ramassons sur le terrain, nous ne savons pas ce que nous allons trouver, évidemment, nous ne savons pas l'importance des choses. Donc notre thématique, c'est de tout ramasser, sauf aluminium, plastique, etc., mais de ramasser sans discriminer, et nous verrons ensuite ce que nous pouvons en faire. Il y a un gros travail d'analyse par derrière qui est amorcé, bien entendu, mais qui va durer encore très longtemps. L'urgence est vraiment de mettre au sec et à l'abri tous les mobiliers qui peuvent être identifiés. Alors vous aurez compris que nous ne pouvons pas aller partout, donc nous faisons à l'échelle du possible. Et vous aurez compris aussi, parce que je m'arrête au XIIIe siècle, que j'ai rien à vous montrer entre le XIVe siècle et le XXe siècle. Et c'est très étonnant, les dates radiocarbone nous montrent qu'on n'a quasiment rien dans cette tranche de temps qui correspond au petit âge glaciaire. Alors là, à nouveau, on est sur une contre-intuition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de glace, il y a beaucoup de neige dans ces itinéraires-là. Il y a des gens qui passent, puisqu'à partir du XIVe, XVe siècle, on commence à avoir des attestations écrites qui nous montrent qu'il y a des traces de passage. Il y a des passages commerciaux, il y a des liens de mariage entre les villages, par exemple. Donc, il y a des relations continues. Mais sur le terrain, on ne trouve plus rien. Ça veut dire qu'il y a tellement de neige, tellement de glace, que finalement, l'effet réservoir ne se met pas en place. Tout est évacué vers l'aval. En tout cas, c'est l'idée qu'on peut avoir. L'autre idée, ça peut être que, il y a moins d'accidents, parce qu'il y a plus de neige, donc il y a moins de crevasses, il y a moins d'éboulis, donc il y a moins d'accidents. On peut additionner les deux. On ne peut pas dire que les gens passent moins, ça c'est faux, mais en tout cas, on a sans doute des paramètres qui varient les uns par rapport aux autres et qui nous permettent de réfléchir, et c'est toujours très, très important. Eh bien voilà, pour terminer, j'aimerais juste dire qu'il faut remercier tous les participants à ces prospections. Il y en aura encore d'autres. Ils sont nombreux, toujours plus nombreux d'une année sur l'autre, et c'est toujours très plaisant de travailler avec eux. Bon, ils ne sont pas tous en photo, là, mais bon, certains sont dans la salle. Merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette conférence. On va pouvoir passer maintenant à une séance de questions-réponses.
Je pense qu'il faut... Merci. Vous avez parlé dans les Hautes-Vallées de villages pérennes. Il s'agit de villages ou de hameaux ou... Alors, en Europe, dans l'ensemble du massif alpin, les plus hauts villages pérennes, c'est-à-dire habitations permanentes, à partir de l'époque moderne où on a une documentation sérieuse, enfin sérieuse dans le sens solide, hein, bien entendu, c'est environ 2000 mètres. Alors on a Saint-Véran en tête, hein, qui est musée, je sais pas comment on dit, enfin bref, touristique, à outrance, mais le village d'Aveyron est à 2000 mètres, c'est pareil. Lui, il n'a pas subi le flux touristique, mais c'est exactement la même situation. Ce sont des agglomérations de maisons, parfois plusieurs dizaines de maisons, qui sont en limite de culture des céréales, le seigle en particulier, la pomme de terre à partir du 19e siècle, qui n'est pas une céréale, oui, qui permettent une vie en bonne partie autarcique et donc de cultiver et de récolter d'une année sur l'autre. C'est pas anodin parce que 18e, 19e siècle, nous sommes en plein petit âge glaciaire, donc ça caille quand même. Hein, et donc on est dans des conditions environnementales très très fortes, mais il y a une telle pression démographique depuis la fin du Moyen-Âge, en fait, que progressivement le peuplement s'est densifié jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Alors, est-ce que ce sont des villages? Ce ne sont pas des paroisses, ce ne sont pas des communes indépendantes, enfin, pour celles de Maurienne, hein, Saint-Véran aussi, mais pour la Maurienne. Tarentaise, c'est pareil. En revanche, à Aveyron, par exemple, il y a une église. Au XIXe siècle, il y avait un curé. Il y avait des messes tous les dimanches. Il y avait 200 personnes qui habitaient en permanence. Il y avait une école avec un instituteur. Donc, on donne la définition qu'on veut d'un village. C'est un terme, effectivement, qui est très complexe à manipuler. Mais ça correspond réellement à des peuplements stables, pérennes, autonomes. Alors, il paraît qu'il y avait une auberge aussi, parce que les passages de col généraient aussi du trafic. Les gens avaient soif et faim, il fallait les abriter. Donc, il paraît qu'il y avait une auberge, mais on n'a pas trop laissé de traces, autres que les ondits. Les attestations de passage en hiver sont documentées par toutes les sources depuis qu'il y a des sources textuelles et iconographiques. Oui. Ce n'est pas forcément systématique, hein, mais les grandes routes carrossables comme le Mont-Cenis, le Saint-Bernard, le Petit, le Grand étaient ouverts, été comme hiver. Et à la première tempête de neige, tout ce qu'on faisait le lendemain, c'était d'aller chercher les voyageurs égarés, les fameux chiens Saint-Bernard, et de rouvrir la route. Alors les diligences, par exemple, en hiver, elles étaient mises sur des traîneaux. On enlevait les roues, et donc la route se transformait en rampe gelée, et donc on les faisait avancer, les chevaux faisaient avancer ce qui était devenu un traîneau, puis on remettait les roues une fois redescendus de l'autre côté. Mais ça faisait partie entre guillemets, des corvées, c'est-à-dire des tâches collectives dans les communautés rurales. Par exemple, à Bessan, dans les années 1950, il y avait encore 3 à 4 mètres de neige, pas cumulée, mais par endroits, vraiment, dans l'hiver, si vous voulez. Donc, on vivait dans des murs de neige, et donc il fallait tracer, à chaque chute de neige, il fallait retracer, et c'était des tâches collectives. Les gens partaient à tracer la trace pour pouvoir relier le village aux différents hameaux, justement, aux granges, pour aller chercher du fouet en plein hiver, etc. etc. Merci. Alors moi, j'ai une question. On a vu pas mal de photos d'objets orientés avec une indication du nord. Oui. Alors je me demandais comment vous tiriez parti d'un relevé très précis d'objets dont on sait qu'ils ont très probablement été traînés sur certaines, je ne sais pas quelle distance d'ailleurs, par les glaces, quoi. On a une démarche archéologique standard, c'est-à-dire qu'on enregistre l'état de situation dans lequel on trouve les choses. C'est le principe. Avant de toucher, on va enregistrer le maximum d'informations, donc le positionnement, l'orientation, par exemple, sur les bois, etc.
sans savoir forcément quelle information on va pouvoir en tirer. Là, en l'occurrence, de manière récurrente, année après année, alors je ne l'ai pas mis là, la carte de répartition, mais on voit se dessiner des zones d'épandage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le cheminement principal, l'axe du col, et puis on a vraiment un cône dans la pente qui part, et donc les objets sont dispersés progressivement, et là on comprend qu'ils ont bougé. Mais ça, on ne l'aurait pas compris si on ne faisait pas un positionnement objet par objet. Donc en fait, on passe forcément par la démarche habituelle de l'archéologie. L'orientation des bois peut donner aussi une orientation sur le fluage, la manière dont ils se sont déplacés. Est-ce qu'ils sont orientés, par exemple? Dans certains secteurs, on a des bois de plus grande dimension que dans d'autres. Donc c'est un problème de conservation. Ils ont peut-être plus bougé dans certains endroits que d'autres. Tu vois. Mais par ailleurs, les dates radiocarbone et les datations typologiques montrent que tout est mélangé. Il n'y a pas de stratigraphie dans la glace. Et topographiquement, en fait, les objets, on peut avoir une pelote de ficelle du Moyen-Âge qui est à côté d'un tesson de céramique de l'âge du fer. Ça, qui sortent tous les deux le même jour de la glace. C'est un peu spécial quand même. Hein. Merci. Est-ce que ce type d'études se poursuit également dans les autres pays? Je crois que le micro est fermé. La question était de savoir si ce type d'études existe aussi dans d'autres pays alpins. Suisse, Italie, Oui. Autriche, les autres pays alpins, quoi. À partir du moment... Alors, il y a eu des découvertes archéologiques à partir des années 1930-40 qui ont été répertoriées, mais qui sont passées un peu inaperçues. Et donc, c'est vraiment la découverte du corps de Zi en 1991 qui a commencé à structurer les recherches. Donc, les Autrichiens s'y sont mis très fortement. Après, on s'est rendu compte que le corps était en Italie, donc les Italiens se sont sentis concernés. Donc, il y a eu des programmes internationaux dans ce secteur-là. Donc on est à côté Lombardie, Lombardie, Trentino, Alto Adige, et donc Tyrol, côté nord. En 2003, année de canicule, il y a eu plusieurs découvertes, dont en particulier à la limite des cantons de Berne et du Valais en Suisse, sur le chenil de l'Or, et qui a fait l'objet ensuite d'une dizaine d'années de campagnes de prospection, de relevés, comme ce que vous avez vu ici, qui ont apporté une documentation énorme, avec en particulier des découvertes qui remontent au néolithique, ce qui est quand même très très rare. À l'échelle européenne, on a 4 sites de passage de col en glacé qui livrent des vestiges néolithiques, donc c'est quand même rarissime. On n'en a pas en France encore. Donc c'était en fonction des découvertes. Après, en France, en 2003, personne n'a bougé. Il a fallu attendre 2007 pour qu'il y ait un petit déclic. La législation de chaque pays, voire de chaque canton en Suisse, est souveraine, c'est-à-dire que l'organisation du travail n'est pas du tout la même dans les cantons suisses qu'en France. Ce n'est pas organisé de la même façon. Donc en Suisse, ils se basent énormément sur les signalements de découverte, sur le civisme des alpinistes, des montagnards, des usagers, des professionnels, donc pour signaler des découvertes. Et ça marche. En parallèle, nos collègues suisses dans le Valais sont en train de relancer un programme de recherche, mais sous forme d'appel d'offres. C'est un système très différent de la France, en fait. Donc, c'est l'université de Lausanne qui a commencé en 2024 un programme de travail sur un col du Valais. Et nous, c'est pas pour être fiers de ce qu'on fait, mais quand même, depuis 2018, on est passé de 1 site connu à 10. C'est-à-dire qu'on en a plus qu'en Valais maintenant. Bon, je dis ça. On a rattrapé notre retard documentaire. Voilà. On ne fait pas dans le quantitatif, hein, évidemment. Ah, l'Italie. Ça viendra un jour. À ma connaissance, à part dans le Trentino, il n'y a pas d'équipe qui travaille sur le sujet. Vous parlez de contrebandiers, et je me disais qu'il y a a priori pas mal de registres que l'État suit ce genre de choses et qu'on doit pouvoir assez facilement savoir via les infractions là où les gens passent. Oui. Les historiens locaux, les érudits locaux ont pris un malin plaisir depuis plusieurs décennies à dépioter tout ça. Et c'est publié. Dans certains secteurs, on a une riche littérature. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que les gens sont malins. Et donc, par contre, il y a des récits et il y a des traditions écrites
Parce que dans certains de ces villages, quand même, on a des carnets familiaux. Les chefs de famille enregistraient les événements de la vie quotidienne. Et donc, les passages discrets, en dehors de la douane, parce que les douaniers savaient que les gens passaient par ces cols-là, évidemment. On parle du XVIIIe, XIXe siècle. Donc, ils allaient régulièrement au village, puis ils attendaient que les gens descendent du vallon pour les cueillir. Donc, ils passaient de nuit, ils passaient pendant les tempêtes de neige. Donc, on dit, mais oui, mais c'est dangereux. Ben oui, mais voilà, il y a plein de motivations pour prendre des risques. Et donc, ces gens-là ne sont pas répertoriés, sauf s'il y a des accidents, quand il y a des décès. Là, par contre, effectivement, on constate qu'il y a un corps avec 20 kilos de tabac ou de sel. Bon, donc là, il y a une déclaration officielle. Et puis, donc, c'est les traditions orales qui mentionnent, sur un des cols que nous prospectons, il y a une mention très fiable qui a été transcrite fin 19e siècle. Un corps a été recraché par un glacier. Donc, c'est pas un alpiniste, fin 19e siècle. Enfin, c'était quelqu'un qui aurait été extrêmement intéressant pour un archéologue, mais voilà, c'était il y a 100 ans. Donc, ce sont des mentions comme ça qui permettent pas de quantifier les choses, évidemment. Oui, Je vous en prie. merci. Oui, j'avais une question. Il me semble que c'est vous qui aviez fait une conférence il y a quelque temps ici dans cette salle et vous nous aviez parlé d'exploitation dans ces zones de haute montagne, notamment d'exploitation de mines très anciennes de quartz, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Et donc là, on a beaucoup parlé de passage. Évidemment, ce sont des cols, donc passage. Mais est-ce qu'on peut trouver des traces aussi liées à ces exploitations? Alors sur ce secteur, tant la Vanoise que la crête frontière, Piémont-Savoie, il n'y a pas de cristal de roche. On n'est pas dans les secteurs minéralisés. Non, ce n'est pas les bons secteurs géologiques. Il faut aller plus dans les Alpes externes, Beldon, tout ça, Oisan. C'est des secteurs que nous n'avons pas encore investigués sous cet angle-là. Je les ai prospectés plus bas, on va dire, jusqu'à 2500 mètres, 2600 mètres d'altitude, où on a des exploitations minières. Mais il est possible que dans certains secteurs, il y ait des exploitations minières qui sont en train de ressortir avec le déglacement, qui auraient été recouvertes à une certaine période et qui ressortiraient. En Autriche, dans le Tyrol, il y a une mine d'or du XVIIe, XVIIIe siècle, je crois, qui est en train de ressortir des glaces. Comme ça, il y avait tout un habitat. En fait, les mineurs habitaient sur place. Donc, il y a les soubassements de maisons en pierre, il y a les textiles conservés, il y a les chaussures, il y a tout qui sont en train de ressortir avec le déglacement. Et la mine a été abandonnée parce qu'il y a eu une récurrence glaciaire. 18e, c'était assez sévère et donc ils ont dû abandonner la mine. Donc oui, ça existe, c'est possible. J'ai une autre question qui concerne votre travail. En fait, je voulais savoir d'un point de vue scientifique, en fait, comment vous valorisez ou vous exploitez votre travail? Vous faites des publications, Oui, à terme. Comme tout le monde, on a un peu débordé. Donc, le choix qui a été fait par défaut au début, c'est de se dire que c'est comme une fouille en cours, si vous voulez. Donc, d'une année à l'autre, on collecte. Et donc, il n'est pas forcément très utile de commencer à publier en détail parce qu'on sait qu'on va très vite invalider les résultats. En 2018, j'avais 10 dates radiocarbone. Maintenant, j'en ai 50, 70, je ne sais plus. Puis on va encore en faire. Donc, ça permet vraiment de rentrer dans le détail de la documentation. Il y a des études sur les bois qui sont en cours. On a des mémoires de master qui sont commencées. Donc, on a du travail en cours. Mais tout cela avance un petit peu en crabe, de manière un peu désordonnée, dans le sens où ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est vraiment de les mettre à l'abri. Et donc, ça viendra de manière un peu détaillée dans un avenir plus ou moins lointain ou proche. En revanche, on fait beaucoup de conférences, de présentations. Il y a une exposition au Musée Château d'Annecy en 2022 sur cette thématique-là. Il est probable que le musée savoisien Chambéry ait envie de faire quelque chose aussi dans un avenir très proche. Donc voilà, il y a différents vecteurs, réponses, sollicitations. On fait de l'information aussi auprès des guides, des refuges, etc. On essaie de diffuser au maximum.
On va prendre une dernière question parce qu'on va devoir évacuer la salle. Bonsoir. Je voudrais savoir, en ce qui concerne les bois, est-ce que c'est que du bois local, donc qu'on trouve à Laval, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres sources? Je pense notamment à des ouvrages qui seraient peut-être pas simplement de simples pieux pour marquer un cheminement, mais peut-être des accessoires, donc peut-être une palette d'origine plus large. Oui, c'est un domaine de travail que nous avons commencé à ouvrir l'an dernier. Donc il y a un mémoire de master qui est en cours sur un autre col, encore un autre que ceux que je vous ai présentés, qui a livré des choses assez importantes, en particulier pour le Haut Moyen-Âge. Donc pour l'instant, on n'a pas de résultats encore consolidés. Les résultats préliminaires montrent que beaucoup de bois sont des essences locales, des résineux en particulier, mais le pourcentage de bois façonné, transformé n'est pas très important. Donc statistiquement, il faut raisonner de manière plus fine en s'attachant par exemple aux objets façonnés. La lance du collerin, je serais curieux de savoir en quelle essence elle est, parce qu'elle n'est pas forcément dans une essence locale. Si c'est un objet qui a été transporté par un légionnaire, que sais-je, voilà, ça peut être quelque chose d'un peu plus exotique. Mais effectivement, c'est un enjeu, et c'est un enjeu aussi un peu écologique, parce que on n'a pas les mêmes forêts, on n'a pas les mêmes peuplements forestiers sur les deux versants de ces passages-là. Côté Piémont, par exemple, on redescend très très vite dans des peuplements forestiers plus de moyenne montagne, alors qu'on est plus en haute montagne côté Maurienne. Donc ça reste encore un travail en cours. Bien, merci beaucoup. Nous aurons inauguré à notre manière l'année 2025, qui est aussi l'année internationale de préservation des glaciers. Eh ben oui. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Et la prochaine conférence, c'est le 19 février. Nous partirons voir les recherches récentes en Arménie sur la période Kuro-Arax avec Bérangère Perello. Merci encore, bonne soirée.